Mon fils a dit fièrement, ma femme l'a remis à sa place pour qu'il la ferme enfin. Puis mon jeune frère. C'est ce que méritent les vieux salauds grande gueule. Mon fils a annoncé cela lors de la fête de mon 72e anniversaire, en désignant fièrement mon visage contusionné et en sang. La violence de sa femme avait laissé un gonflement violacé autour de mon œil, et il célébrait cela comme un trophée. Velon se tenait à côté de lui avec ce sourire froid, savourant mon humiliation tandis que nos voisins regardaient, horrifiés. Le garçon que j'avais élevé seul choisissait sa femme prédatrice plutôt que son père battu. Mais alors qu'ils se délectaient de leur victoire, ils n'ont pas vu l'homme qui entrait avec un épais dossier. Quand il a dit « ça suffit », ils ne savaient pas qu'il était temps de payer le prix. D'où regardez-vous cette histoire? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous, car ce qui s'est passé ensuite dans mon salon ce soir-là choquera le monde entier. Quand je suis entré dans mon propre salon ce mardi soir, mon visage était enflé, strié de sang séché. Toutes les conversations dans la pièce se sont tues instantanément. Les égratignures sur ma joue gauche étaient encore fraîches, des lignes rouges et irritées que toute l'eau froide du monde n'avait pu nettoyer. Madame Patterson, ma voisine, a laissé tomber son verre de vin. Le cristal s'est brisé sur mon parquet, seul bruit dans ce silence suffocant. Le vieux Pet Michael, qui avait travaillé à mes côtés pendant 30 ans à construire la moitié des maisons de ce quartier de Jacksonville, me fixait, la mâchoire pendante. « Oh mon Dieu, Zurich !» murmura Donna Brennan de l'autre côté de la rue. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, au nom du ciel ?» Mais avant que je puisse répondre, mon fils s'est avancé. Mon fils de 40 ans, Orin, le garçon que j'avais élevé de mes propres mains après le décès de sa mère. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il ne s'est pas précipité pour aider son vieux père. Au lieu de cela, il a redressé les épaules et a annoncé à chaque personne dans cette pièce, sa voix empreinte de cette fierté particulière du Sud, c'est ce que méritent les vieux salauds grande gueule. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai vu les visages se tordre d'incrédulité. Madame Patterson a eu un hoquet. Les mains burinées de Pet se sont serrées en poing. Et elle se tenait là, à côté de lui, Crawford, ma belle-fille depuis 6 mois, 30 ans, belle comme une couverture de magazine et froide comme une pluie de janvier. Elle avait les bras croisés, arborant ce petit sourire satisfait, comme si elle venait de gagner à la loterie. Elle m'a regardé, moi qui me tenais là, saignant et battu, et j'ai pu voir la victoire danser dans ses yeux sombres. Les chuchotements ont commencé, des remuements gênés. Les gens qui étaient venus célébrer mon 72e anniversaire réalisaient soudain qu'ils étaient tombés au milieu de quelque chose de sordide. Je pense que nous devrions y aller, a marmonné quelqu'un. Ce n'est pas normal, a dit Pet à voix basse. Mais à travers tout ce chaos, à travers le choc qui me brûlait la poitrine, j'ai entendu une autre voix percer la foule. Une voix que je connaissais aussi bien que la mienne. Ça suffit. L'autorité dans ces mots a fait se retourner tout le monde, a même fait vaciller le sourire de Velon, a fait flancher la posture assurée d'Orin. Parce que certaines choses dans la vie, la trahison, l'humiliation, le moment où votre propre sang se retourne contre vous, exigent des comptes. Debout là, dans mon salon, le sang encore collant sur ma joue, entouré de gens qui m'avaient vu construire une vie dans cette ville, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce moment de honte publique n'était que la fin d'une histoire qui avait commencé 3 ans plus tôt. Une histoire que vous devez entendre si vous voulez comprendre comment j'en suis arrivé là. Il y a 3 ans, je pensais avoir perdu tout ce qui comptait dans ce monde. C'était un matin de février lorsque l'AVC a finalement emporté ma Rosalyn. Pas le genre d'adieu lent et prolongé qu'on voit dans les films. Juste un départ silencieux pendant que je lui préparais son café du matin dans notre cuisine sur Riverside Drive. 43 ans de mariage se sont terminés avec une tasse de café qui refroidissait sur la table de nuit. Le monde n'a pas seulement perdu ses couleurs ce jour-là. Il a perdu ses sons, ses saveurs, son sens. Je m'asseyais dans mon fauteuil, fixant sa chaise vide, me demandant comment une maison pouvait paraître si grande et si suffocante à la fois. Les murs de notre maison coloniale de 2 étages semblaient résonner de 40 ans de son rire, et chaque pièce contenait des souvenirs que je n'étais pas prêt à affronter. C'est alors qu'Orin a pris la décision qui m'a probablement sauvé la vie. « Je ne te laisserai pas seul, papa », m'a-t-il dit 3 jours après les funérailles, posant son sac de sport dans son ancienne chambre à l'étage. À 37 ans, mon garçon était un brillant ingénieur en génie civil avec son propre appartement en centre-ville. Il avait une vie, des amis, une carrière qui le faisait voyager dans tout le nord de la Floride. Mais il a tout abandonné pour rentrer chez son père en deuil. « Fils, tu n'as pas besoin de faire ça. »« Si,
j'en ai besoin. Sa voix avait cette détermination têtue des Brox qui me rappelait tant sa mère. Nous sommes une famille. C'est ce que font les familles. Et lentement, prudemment, nous avons construit quelque chose de nouveau sur les décombres de notre chagrin. Nos journées ont trouvé leur rythme. Orin partait tôt pour les chantiers, son casque et ses plans sous le bras, tout comme je le faisais autrefois. Il rentrait vers 18 heures, fatigué, mais toujours avec un sourire pour son vieux père. Nous dînions ensemble à la table de la cuisine. Rien d'extraordinaire, juste de la viande, des pommes de terre et les légumes que j'arrivais à faire pousser dans le jardin de Rosalind. Les dimanches sont devenus sacrés. Nous regardions les Jaguars perdre un autre match sur la vieille télévision du salon, criant après l'écran comme si nos opinions pouvaient changer le score. Pendant les publicités, Orin réparait tout ce qui s'était cassé pendant la semaine. Une charnière d'armoire desserrée, une lame de plancher qui grince, le broyeur d'évier capricieux qui faisait des siennes depuis l'ouragan Irma. Tu sais, papa, disait-il, les mains plongées dans une réparation, maman a toujours dit que cette maison avait une bonne ossature. Il avait raison. Notre maison coloniale avait résisté à 40 ans de tempête en Floride, élevé un bon fils et abrité une histoire d'amour qui a duré jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le grand porche accueillait toujours les visiteurs. Le chêne massif dans le jardin arrière offrait toujours de l'ombre pour les barbecues d'été. La maison que Rosalind et moi avions remplie de vie apprenait à abriter de nouvelles formes d'amour. Nous guérissions. Pas le genre de guérison qui efface la douleur, celle qui ne disparaît jamais quand on perd quelqu'un comme Rosalind, mais le genre qui vous apprend à porter la peine aux côtés de la joie, à honorer le passé tout en construisant quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Je lui préparais ses plats préférés, mon fameux rôti en cocotte, du pain de maïs comme sa maman en faisait. Il me parlait de ses projets, des ponts qu'il concevait, des problèmes qu'il résolvait. Nous parlions de Rosalind, de souvenirs, de combien son rire nous manquait dans ses pièces. Nous avions trouvé notre rythme. Nous guérissions ensemble, père et fils, dans la maison que l'amour avait bâtie. Je pensais que cette vie paisible durerait éternellement. J'avais tort. La femme qui allait détruire notre paix est entrée dans ma maison un mardi soir d'octobre. J'étais dans la cuisine, en train de mettre la dernière main à un rôti en cocotte, quand j'ai entendu la clé d'Orin dans la porte d'entrée, suivi du claquement de talons inconnus sur mon parquet. Des talons hauts dans la maison des Brox. C'était une première en 3 ans que nous vivions en célibataire. « Papa, je veux te présenter quelqu'un de spécial », a crié Orin, et il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais pas entendu depuis qu'il était adolescent avec son premier coup de foudre. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte de ma cuisine comme sortie d'un magazine. Velon Crawford, 30 ans, avec des cheveux noirs et lisses qui captaient la lumière juste comme il faut, et des vêtements qui coûtaient probablement plus que ma pension de retraite mensuelle d'environ 1400 €. Tout en elle était parfait. Trop parfait, comme une voiture d'exposition qui n'a jamais vu de vraie route. « Monsieur Brox », dit-elle en tendant une main manucurée qui semblait froide malgré la chaleur de la Floride. « J'ai tellement entendu parler de vous. Orin parle de vous constamment. » Son sourire était éblouissant, étudié, le genre qui devait faire des merveilles dans les salles de réunion et les premiers rendez-vous. Mais quelque chose dans ce sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Eh bien, tout ami d'Orin est le bienvenu ici, » ai-je dit, parce que c'est ce que l'hospitalité du Sud exige, même quand votre instinct vous envoie des signaux d'alarme que vous ne pouvez pas tout à fait nommer. J'avais passé tout l'après-midi à préparer le dîner. Mon fameux poulet aux herbes, de la purée de pommes de terre avec du vrai beurre, des haricots verts du jardin de Rosalind. Le genre de repas qui rassemble les gens autour des tables du Sud depuis des générations. Velon a picoré dans son assiette comme si elle avait peur que la nourriture ne la morde. Je fais attention à mes glucides, a-t-elle expliqué avec le même sourire éclatant. Vous comprenez, n'est-ce pas? Une femme doit entretenir sa silhouette. Elle a poussé les pommes de terre sans y goûter, à peine touché le poulet. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais je suis très particulière sur ce que je mets dans mon corps. Orin buvait chacune de ses paroles comme si elle dispensait la sagesse du mont Sinaï. Velon est directrice marketing, dit-il fièrement. Elle a l'œil pour l'esthétique. Cette maison a tellement de caractère, dit-elle, son regard balayant ma cuisine avec l'air calculateur de quelqu'un qui fait l'inventaire. Très authentique. On sent vraiment l'histoire dans ses murs. La façon dont elle disait « caractère » et « authentique » sonnaient comme des mots polis pour dire « démodé » et « à rénover ». Après le dîner, elle a erré dans le salon où 40 ans de photos de famille garnissaient la cheminée. Des photos d'Orin bébé,
de Rosalyn et moi le jour de notre mariage, des matins de Noël, des fêtes d'anniversaire, et tous les petits moments qui font qu'une vie vaut la peine d'être vécue. Vous chérissez vraiment le passé, n'est-ce pas, Monsieur Brox, dit-elle en étudiant une photo de Rosalyn tenant Orin nouveau-né. C'est touchant de voir comment certaines personnes s'accrochent si fort au passé. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui m'a donné la chair de poule, mais Orin la regardait comme si elle venait de réciter un poème. Papa a toujours été sentimental, dit-il, comme si c'était une charmante bizarrerie plutôt que le fondement de qui j'étais. Bien sûr, sourit Velon, mais parfois je pense que ces vieux endroits pourraient avoir besoin d'un petit rafraîchissement, vous savez, pour les aider à atteindre leur plein potentiel. Les mots flottaient dans l'air comme la fumée d'un incendie de maison qu'on ne voit pas encore. 6 mois plus tard, elle avait une bague au doigt et un plan pour ma maison. Le mot « temporaire » est devenu le plus grand mensonge que j'ai jamais cru. Juste le temps de trouver notre propre logement, avait dit Velon le jour de leur mariage. C'était il y a 6 mois. Elle s'était installée dans ma maison comme une vigne envahissante. Belle au début, puis étouffant lentement tout ce qu'elle touchait. Ça a commencé avec les rideaux. Je suis rentré un jour pour trouver les panneaux crème de Rosalyn pliés dans un carton pour les dons, remplacés par des rideaux gris et épurés qui donnaient à mon salon l'air d'une salle d'attente d'entreprise. Les anciens étaient si démodés, Monsieur Brox, m'expliqua Velon depuis mon fauteuil de lecture. Ceux-ci sont beaucoup plus actuels. Mais je ne voulais pas de l'actuel. Je voulais retrouver les rideaux de ma femme. Les changements sont venus par vagues. Le vaisselier de Rosalyn, soudainement trop encombré. Les photos de famille, mystérieusement déplacées au garage. Mon canapé confortable, remplacé par quelque chose de blanc et d'anguleux, sur lequel on avait l'impression d'être assis sur un banc public. On rafraîchit juste un peu les choses, disait Orin. Mais il était à peine à la maison. Un gros contrat à Gainesville le faisait partir avant l'aube et rentrer après 21h. Quand il était là, Velon monopolisait son attention en parlant de travail et de projets pour améliorer la maison. La table du dîner est devenue mon champ de bataille. Velon réchauffait des plats bio et mangeait avec Orin dans la salle à manger formelle, porte fermée. Je m'asseyais seul dans la cuisine avec un sandwich, écoutant leurs conversations étouffées, me demandant quand j'étais devenu un étranger dans ma propre maison. Puis sont venues les fêtes du vendredi soir. Les amis de Velon du marketing débarquaient comme des vautours bien habillés, buvant du vin cher et parlant d'optimisation du style de vie pendant que je me retirais à l'étage comme un ermite. « Papa, tu devrais peut-être te reposer », suggérait Orin quand je descendais chercher de l'eau. « On ne fera pas de bruit. » Mais il ne s'agissait pas du bruit. Il s'agissait de la façon dont il me regardait, comme un meuble démodé qu'on n'avait pas encore emporté. L'insulte finale est venue quand j'ai essayé d'entrer dans mon propre salon. « Monsieur Brox, dit Velon, la voix mielleuse mais les yeux froids comme janvier, pourriez-vous frapper avant d'entrer ? Parfois, nous avons des conversations privées. Des conversations privées dans ma maison. Dans la pièce où j'avais appris à mon fils à marcher, où Rosalyn et moi avions dansé sur de vieux disques, où 3 générations de Brox s'étaient réunies pendant 40 ans, je me tenais sur le pas de ma porte, me sentant plus petit qu'un enfant réprimandé. Derrière Velon, Orin ne croisait pas mon regard. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, écoutant les rires résonner à travers des murs qui ne me semblaient plus appartenir, j'ai réalisé ce qui se passait. J'étais en train d'être effacé de ma propre vie, un petit compromis à la fois. Mais je n'avais aucune idée jusqu'où elle était prête à aller. Le mot « temporaire » est devenu le plus grand mensonge que j'ai jamais cru. Juste le temps de trouver notre propre logement, avait dit Velon le jour de leur mariage. C'était il y a 6 mois. Elle s'était installée dans ma maison comme une vigne envahissante, belle au début, puis étouffant lentement tout ce qu'elle touchait. Ça a commencé avec les rideaux. Je suis rentré un jour pour trouver les panneaux crème de Rosalyn pliés dans un carton pour les dons, remplacés par des rideaux gris et épurés qui donnaient à mon salon l'air d'une salle d'attente d'entreprise. Les anciens étaient si démodés, Monsieur Brox, m'expliqua Velon depuis mon fauteuil de lecture. Ceux-ci sont beaucoup plus actuels. Mais je ne voulais pas de l'actuel. Je voulais retrouver les rideaux de ma femme. Les changements sont venus par vagues. Le vaisselier de Rosalyn, soudainement trop encombré. Les photos de famille, mystérieusement déplacées au garage. Mon canapé confortable, remplacé par quelque chose de blanc et d'anguleux, sur lequel on avait l'impression d'être assis sur un banc public. On rafraîchit juste un peu les choses, disait Orin. Mais il était à peine à la maison. Un gros contrat à Gainesville le faisait partir avant l'aube et rentrer après 21h.
Quand il était là, Velon monopolisait son attention en parlant de travail et de projets pour améliorer la maison. La table du dîner est devenue mon champ de bataille. Velon réchauffait des plats bio et mangeait avec Orin dans la salle à manger formelle, porte fermée. Je m'asseyais seul dans la cuisine avec un sandwich, écoutant leurs conversations étouffées, me demandant quand j'étais devenu un étranger dans ma propre maison. Puis sont venues les fêtes du vendredi soir. Les amis de Velon du marketing débarquaient comme des vautours bien habillés, buvant du vin cher et parlant d'optimisation du style de vie pendant que je me retirais à l'étage comme un ermite. « Papa, tu devrais peut-être te reposer », suggérait Orin quand je descendais chercher de l'eau. « On ne fera pas de bruit. » Mais il ne s'agissait pas du bruit. Il s'agissait de la façon dont il me regardait, comme un meuble démodé qu'on n'avait pas encore emporté. L'insulte finale est venue quand j'ai essayé d'entrer dans mon propre salon. « Monsieur Brox, » dit Velon, la voix mielleuse mais les yeux froids comme janvier. « Pourriez-vous frapper avant d'entrer ? Parfois, nous avons des conversations privées. » Des conversations privées dans ma maison, dans la pièce où j'avais appris à mon fils à marcher, où Rosalyn et moi avions dansé sur de vieux disques, où 3 générations de Brox s'étaient réunies pendant 40 ans. Je me tenais sur le pas de ma porte, me sentant plus petit qu'un enfant réprimandé. Derrière, Orin ne croisait pas mon regard. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, écoutant les rires résonner à travers des murs qui ne me semblaient plus appartenir, j'ai réalisé ce qui se passait. J'étais en train d'être effacé de ma propre vie, un petit compromis à la fois. Mais je n'avais aucune idée jusqu'où elle était prête à aller. Quand j'ai finalement essayé de riposter, la vraie Velon est sortie de derrière son masque parfait. C'est arrivé un froid matin de février, alors que j'en avais assez de marcher sur des œufs dans ma propre cuisine. Velon était au comptoir, faisant défiler son téléphone pendant que son smoothie bio restait intact. Et j'essayais de faire mon café sans déranger la routine matinale de Sa Majesté. « Cette cuisine sent toujours la vieille nourriture », dit-elle sans lever les yeux. C'est embarrassant quand mes amis viennent. Quelque chose en moi a craqué. 43 ans de cuisine de Rosalyn, de dîner du dimanche et de gâteaux d'anniversaire, d'amour servi dans des assiettes ébréchées, réduit à une odeur de vieille nourriture. C'est ma maison, Velon. Les mots sont sortis plus durs que je ne l'avais prévu. Elle a levé les yeux de son téléphone et, pour la première fois depuis que je la connaissais, le sourire mielleux avait complètement disparu. On verra ça, le vieux. La froideur dans sa voix m'a frappé comme une gifle. Fini monsieur Brox. Fini les faux semblants. Juste du pur venin d'une femme qui avait finalement décidé qu'elle n'avait plus besoin de faire semblant. J'ai essayé de parler à Orin ce soir-là, quand il est rentré épuisé de Gainesville. Fils, je ne me sens pas le bienvenu dans ma propre maison. Il a à peine levé les yeux de son dîner. Papa, essaie juste d'être plus flexible avec Velon. Elle s'adapte aussi à la vie ici. S'adapter ? Elle réorganise toute ma vie. Tu dramatises. Sa voix portait cette irritation lasse d'un homme qui ne voulait pas gérer les problèmes familiaux. Velon veut juste que les choses soient agréables. Agréables. Comme si mes 40 ans de souvenirs n'étaient pas assez agréables. Après cette conversation, Velon a abandonné toute prétention de civilité. Elle faisait des remarques cinglantes sur tout. Mes vêtements ? Si vintage. Ma cuisine ? La nourriture lourde n'est pas saine à votre âge. Même ma routine matinale. Devez-vous traîner les pieds si bruyamment ? Vous êtes coincé dans le passé, disait-elle chaque fois que je mentionnais comment Rosalyn faisait les choses. Certaines personnes n'apprennent jamais à aller de l'avant. Chaque commentaire était un petit couteau conçu pour me faire sentir plus petit, plus vieux, plus insignifiant. Et le pire, c'est qu'Orin ne semblait jamais les entendre. Quand il était là, elle reprenait cette voix mielleuse qu'il avait dupée depuis le début. Les attaques étaient devenues quotidiennes maintenant. Des commentaires sur mon âge, mes habitudes, mon droit de prendre des décisions dans ma propre maison. J'avais l'impression d'être assiégé, de mener une guerre où j'étais le seul à savoir qu'une bataille avait lieu. Puis Pete Michael est passé un après-midi pour emprunter mon taillet. « Tu as l'air stressé, Zurich », dit-il en étudiant mon visage avec l'inquiétude d'un ami qui me connaissait depuis 3 décennies. « Tout va bien ?» Je voulais tout lui dire, sur l'isolement, les critiques constantes, la façon dont je me sentais prisonnier dans ma propre maison. Mais qu'aurais-je dit ? Que ma belle-fille était méchante avec moi. Que mon fils choisissait sa femme plutôt que son père ? Cela semblait pathétique, même dans ma propre tête. Juste fatigué, Pete. Je vieillis,
je suppose. Mais les yeux de Pet s'attardèrent sur mon visage comme s'ils ne me croyaient pas tout à fait. Tu sais où me trouver si tu as besoin de quoi que ce soit. Cette nuit-là, Velon m'a coincé dans le couloir devant ma chambre. Tu ferais mieux de ne pas raconter des mensonges sur moi aux gens, siffla-t-elle, toute prétention ayant finalement disparu. Cette maison devrait être la nôtre, et tout le monde le sait. Les vieux comme toi ne devraient pas vivre seuls dans des endroits aussi grands. La menace était claire. Elle ne prévoyait pas seulement de me rendre la vie misérable. Elle prévoyait de tout prendre. Mon anniversaire approchait dans quelques semaines, et quelque chose me disait que ça allait tout changer. La vérité sur Velon Crawford était pire que mes plus sombres craintes. C'était un jeudi après-midi, exactement une semaine avant mon 72e anniversaire, quand mon frère aîné, Evander, s'est présenté à ma porte sans prévenir. À 68 ans, il avait toujours l'allure de l'inspecteur de police qu'il avait été pendant 30 ans avant sa retraite, le dos droit, le regard perçant, et cette façon particulière de regarder les gens qui faisaient avouer les criminels avant même qu'ils ne posent de questions. Zurich, nous devons parler en privé, dit-il en jetant un coup d'œil dans mon salon comme s'il vérifiait la présence d'équipements de surveillance. Nous sommes sortis sur la terrasse arrière, loin de la maison où Velon pourrait nous entendre. Le chêne massif qui avait abrité 3 générations de barbecues familiaux des Brox projetait de longues ombres sur le jardin de Rosalyn, et pendant un instant, j'ai senti le poids de toutes les années que cette maison avait contenues. J'ai fait des recherches sur ta belle-fille, a dit Evander sans préambule. Des recherches ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Il a sorti un dossier en carton épais de papier. Tu te souviens quand tu as mentionné que Pet Michael s'inquiétait pour toi ? Eh bien, Pet m'a appelé. Il a dit que tu avais l'air d'un homme assiégé dans sa propre maison. Alors, j'ai fait ce que je faisais de mieux. J'ai commencé à creuser. Le premier document qu'il m'a montré était un rapport de police d'Atlanta datant de 18 mois. Eleanor Hartwell, 78 ans, retrouvée morte dans une maison de retraite après avoir cédé sa maison à son fils et à sa nouvelle femme, Velia Crawford. Remarque la similitude des noms, a dit Evander. Velon Crawford, Velia Crawford. Même femme, identité différente. Mes mains tremblaient en lisant les détails. Le schéma était écœurant de familiarité. La romance est claire, le mariage rapide, l'isolement progressif du parent âgé, et enfin le transfert des droits de propriété. Il y a plus, a continué Evander, sortant un autre dossier. Tampa, il y a 2 ans. Margaret Sullivan, 81 ans. Une autre mort accidentelle. Un autre héritage pratique pour le fils et sa femme. Victoria Caldwell, cette fois-là. La photo montrait des femmes qui ressemblaient assez à Velon pour être ses sœurs. Mais les yeux étaient les mêmes. Froid, calculateur, prédateur. C'est une professionnelle, Zurich. C'est son métier. Elle cible les veuves solitaires par l'intermédiaire de leurs enfants, se marie, isole le parent âgé, puis prend tout. Parfois, il meurt de causes naturelles dans des maisons de retraite. Parfois, il y a des accidents pratiques. Je fixais les preuves étalées sur la table de la terrasse, nauséeux. Combien d'autres ? Ce sont juste celles que j'ai pu retracer. Son vrai nom est probablement tout autre. Les casiers judiciaires sont scellés parce qu'elle était mineure quand elle a commencé, mais le schéma se répète depuis plus d'une décennie. Orin, ai-je murmuré, mon fils n'en a aucune idée. Ton fils est son arme, a dit sombrement Evander. Elle trouve des hommes qui aiment leurs parents, mais qui sont vulnérables à la manipulation. Des hommes qui veulent plaire à leurs femmes plus qu'ils ne veulent protéger leur famille. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté horrible, la cour précipitée, l'emménagement immédiat dans ma maison, l'isolement systématique, les critiques constantes conçues pour me faire sentir sans valeur et dépendant. Même le timing, elle avait attendu que je sois en deuil, vulnérable, désespéré de la compagnie de mon fils. Nous devons l'arrêter, ai-je dit. Nous le ferons, mais nous avons besoin d'une preuve de son identité actuelle, des preuves qui tiendront la route, et nous devons la démasquer d'une manière que même Orin ne pourra pas nier. Evander s'est adossé à sa chaise, et j'ai vu le vieil inspecteur calculer les angles, planifier son approche. Ta fête d'anniversaire, a-t-il dit. Elle sera en confiance, entourée de témoins. C'est là que nous agirons. J'ai regardé les dossiers éparpillés sur la table. Des preuves de vie détruite, de familles déchirées, de personnes âgées mortes seules et oubliées pendant que leurs biens étaient dépouillés. Nous avions une chance de démasquer la femme qui détruisait systématiquement ma vie,
et cela se passerait devant tous ceux que j'aimais. Le matin de mon 72e anniversaire, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'étais dans la cuisine en train de faire du café quand Velon est entré, et j'ai vu immédiatement que quelque chose était différent. Même la prétention de politesse avait disparu. Son visage était dur, calculateur, comme celui d'un prédateur qui a finalement décidé d'arrêter de jouer avec sa nourriture. Aujourd'hui, tu fais un choix, le vieux, dit-elle, s'appuyant contre le comptoir les bras croisés. Cède la maison à Orin, ou fais face aux conséquences. La menace flottait dans l'air entre nous comme de la fumée. Pendant des mois, j'avais tourné autour de ce moment, espérant qu'il n'arriverait pas. Mais les dossiers des Vendées m'avaient montré exactement à quoi ressemblaient ces conséquences. Je sais ce que tu es, Velon, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. Je sais pour Atlanta. Je sais pour Tampa. Je sais pour Eleanor Hartwell et Margaret Sullivan. Pour la première fois depuis que je la connaissais, j'ai vu un véritable choc traverser son visage. Le masque est tombé complètement, et ce que j'ai vu en dessous m'a glacé le sang. Tu ne sais rien, siffla-t-elle, mais sa voix avait perdu son assurance. Je sais que tu es une tueuse. Les mots sont sortis plus durs que je ne l'avais prévu, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Nous nous tenions là, dans ma cuisine, la même cuisine où Rosalind avait préparé 40 ans de petit déjeuner d'anniversaire, nous regardant à travers un abîme de vérité qui ne pouvait être comblé. Le rire de Velon était comme du verre brisé. Ces vieilles folles méritaient ce qu'elles ont eu, à vivre dans des maisons trop grandes pour elles, à accumuler de l'argent qu'elles ne dépenseraient jamais, à prendre de la place dont les plus jeunes avaient besoin. La cruauté désinvolte dans sa voix m'a frappé comme un coup. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était quelque chose de plus sombre, quelque chose qui voyait les personnes âgées comme des obstacles à éliminer. Et tu auras la même chose si tu ne coopères pas, a-t-elle poursuivi en se rapprochant. Les accidents arrivent tout le temps aux vieux têtus. C'est alors que j'ai réalisé que Rosalind avait eu raison, cette maison avait une bonne ossature. Elle avait résisté à des tempêtes auparavant, et elle résisterait à celle-ci aussi. Mais j'en avais fini d'être une victime dans ma propre maison. Sors d'ici, ai-je dit. Quoi? Tu m'as entendu. Sors de ma maison. Le visage de Velon s'est tordu de rage. Ce n'est plus ta maison, pauvre vieux fou. C'est la mienne, et tout le monde le sait. Elle s'est alors avancée vers moi, et j'ai vu le meurtre dans ses yeux. Pas le genre prudent et calculé qu'elle avait commis auparavant, mais le genre chaud et colérique qui se produit lorsque les prédateurs sont acculés. J'ai essayé de reculer, mais il n'y avait nulle part où aller. Le comptoir de la cuisine était derrière moi, et Velon avançait comme une femme qui avait finalement décidé d'arrêter de faire semblant. Tu aurais juste dû signer les papiers, a-t-elle grondé, puis elle m'a poussé. Ce n'était pas une légère poussée. C'était le genre de bousculade violente destinée à blesser, à punir, à remettre un vieil homme à sa place. J'ai trébuché en arrière, ma hanche heurtant le coin du comptoir, mes mains cherchant à s'agripper à quelque chose, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien à attraper. Je suis tombé lourdement, ma tête heurtant le bord de l'îlot de cuisine en chemin. La douleur a explosé sur mon visage, vive et immédiate. J'ai senti la peau se fendre, senti la chaleur humide du sang couler sur ma joue. J'étais étendu là, sur le sol de ma propre cuisine, goûtant le sang et regardant la femme qui détruisait systématiquement ma vie depuis des mois. Ne dis rien à personne à ce sujet, et Orin ne te croira jamais, dit-elle, se tenant au-dessus de moi comme un général conquérant. Pauvre vieil homme, si maladroit, si sujet aux accidents. Mais alors que j'étais étendu là, saignant sur le linoléum où Rosalind avait l'habitude de danser en cuisinant, j'ai réalisé quelque chose d'important. Il me restait encore une carte à jouer. Je suis entré dans ma propre fête d'anniversaire avec l'air d'un homme battu, mais je ne m'étais jamais senti aussi fort de ma vie. Les visages qui se sont tournés vers moi dans mon salon racontaient toute l'histoire. L'inspiration brusque de Madame Patterson, les mains burinées de Pete Michael se serrant en poing. Le remuement mal à l'aise des voisins qui me connaissaient depuis des décennies et ne m'avaient jamais vu dans un état pareil. Les égratignures sur mon visage étaient encore fraîches, des lignes rouges et irritées qui racontaient une histoire que je pensais que personne ne croirait. Ma joue gauche était enflée et je pouvais goûter le sang là où je m'étais mordu la langue en tombant. Mais je suis entré dans cette pièce les épaules droites et la tête haute, parce que je n'entrais pas seul. Oh mon Dieu, Zurich, a murmuré Donna Brennan, tout comme elle l'avait fait des heures plus tôt dans mon souvenir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Avant que je puisse répondre, Orin s'est avancé avec ce même sourire fier dont je me souvenais,
d'un temps qui semblait être une vie entière. C'est ce que méritent les vieux salauds grande gueule, a-t-il annoncé à la pièce, sa voix traversant le silence stupéfait comme une gifle. La réaction a été immédiate. Des halètements, des murmures d'incrédulité, le bruit de quelqu'un posant un verre trop fort. C'étaient des gens qui m'avaient vu construire une vie dans cette ville, qui m'avaient connu comme un mari, un père, un voisin respectable. Velon se tenait à côté de mon fils, les bras croisés, portant ce sourire froid et satisfait comme à un signe d'honneur. Elle me regardait comme si j'étais quelque chose qu'elle avait raclé de sa chaussure, et je pouvais voir la victoire danser dans ses yeux sombres. C'est alors qu'Évandé s'est frayé un chemin à travers la foule. Mon frère se déplaçait avec l'autorité d'un homme qui avait passé 30 ans à mettre des criminels derrière les barreaux, et quand il a parlé, sa voix a tranché le murmure choqué comme une lame. Ça suffit, Orin. Les mots portaient un poids qui a même fait vaciller le sourire de Velon. Oncle Évandé, tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. La voix d'Évandé était de l'acier dans un gant de velours. Ta femme est une criminelle et ton père est sa victime. Il a sorti le dossier en carton que j'avais vu cet après-midi, épais de preuves et de photographies. Velon Crawford, ou devrais-je dire Velia Cranford ou Victoria Caldwell, est une prédatrice professionnelle qui cible les personnes âgées par l'intermédiaire de leurs enfants. La pièce est devenue silencieuse. On aurait pu entendre une épingle tomber sur mon parquet. Atlanta, il y a 18 mois. Eleanor Hartwell, 78 ans, morte dans une maison de retraite après avoir cédé sa maison. La voix d'Évandé portait jusqu'aux quatre coins de la pièce. Tampa, il y a 2 ans, Margaret Sullivan, 81 ans, un autre accident pratique après le transfert de propriété. Le visage de Velon était devenu blanc, mais elle essayait de garder son sang-froid. C'est ridicule. Ce sont des mensonges. La police ne le pense pas, c'est alors que j'ai entendu le son qui m'a fait chaud au cœur. Le crissement du gravier dans mon allée, des portières de voitures qui claquent, les pas lourds de l'autorité montant sur mon Porsche. L'inspectrice Maria Santos est entrée dans mon salon comme si elle était chez elle, son badge brillant sous les lumières du plafond. Derrière elle, 2 officiers en uniforme, leur présence remplissant la pièce du poids de la justice enfin rendue. Velon Crawford, a dit l'inspectrice Santos, sa voix traversant le silence stupéfait. Vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance sur personne âgée, escroquerie et suspicion de meurtre dans les décès d'Eleanor Hartwell et Margaret Sullivan. Les mots ont eu l'effet d'une bombe dans la pièce. Velon a essayé de fuir, a littéralement tenté de se faufiler à travers la foule vers ma porte arrière comme une vulgaire criminelle prise sur le fait, mais il n'y avait nulle part où aller, nulle part où se cacher de la vérité qu'il avait enfin rattrapée. C'est de la folie, a-t-elle crié alors que les menottes se refermaient sur ses poignets. Je suis innocente. Ce vieil homme ment. Mais personne ne l'écoutait plus. Les preuves étaient étalées sur ma table basse, à la vue de tous. Des photographies, des rapports de police, un schéma de comportement prédateur qui remontait à plus d'une décennie. Orin se tenait figé au milieu de mon salon, son visage de la couleur d'un vieux journal. Ça ne peut pas être réel, a-t-il murmuré. Madame Patterson s'est approchée et a pris doucement mon bras. Zurich, je suis tellement désolé. Nous aurions dû voir. Nous aurions dû aider. Alors qu'ils emmenaient Velon menotté, elle s'est retournée pour me regarder une dernière fois. Le masque était complètement tombé maintenant, et ce que j'ai vu dans ses yeux était une haine pure et sans mélange. Justice avait été rendue, mais en regardant le monde de mon fils s'effondrer autour de lui, j'ai réalisé que la bataille la plus difficile ne faisait que commencer. 3 mois plus tard, mon fils est rentré à la maison. J'étais dans le jardin de Rosalyn, redonnant vie au plant de tomates qui avait été négligé pendant le chaos, quand j'ai entendu son camion arriver dans l'allée. Le son de ce moteur familier a fait bondir mon cœur, tout comme quand il était adolescent et rentrait après le couvre-feu. Orin est apparu au coin de la maison, et j'ai pu voir qu'il avait vieilli de plusieurs années depuis l'arrestation de Velon. Ses épaules étaient affaissées, son visage creusé par le poids de la compréhension de ce qu'il avait failli perdre. « Papa » dit-il, sa voix se brisant sur ce simple mot. « Je suis tellement désolé. » J'ai posé mes outils de jardinage et j'ai vraiment regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé, qui avait commis la plus grande erreur de sa vie et était enfin prêt à l'affronter. Elle m'a complètement manipulé, a-t-il continué, des larmes coulant sur son visage. Tout ce qu'elle disait, chaque choix que j'ai fait. Je n'arrive pas à croire que je l'ai choisi elle plutôt que toi. Fils, ai-je dit en m'approchant pour poser mes mains sur ses épaules. C'est ce que font les prédateurs.
Ils trouvent de bonnes personnes et transforment leur amour en armes. Nous avons parlé pendant des heures ce jour-là, assis sur le porche où 3 générations d'hommes brocs avaient résolu les problèmes du monde. J'ai expliqué comment fonctionne la manipulation, comment des gens comme elle étudient leurs victimes, apprennent ce qu'elles veulent entendre, sur quel bouton appuyer. Comment peux-tu me pardonner, a demandé Orin alors que le soleil commençait à se coucher sur notre quartier. Après tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai permis. Parce que tu es mon fils, ai-je dit simplement. Et l'amour signifie donner des deuxièmes chances. Ça signifie croire que les gens peuvent changer, apprendre, faire mieux. La maison semblait différente maintenant. Nous avions remis les rideaux crème de Rosalyn dans le salon. Les photos de famille avaient retrouvé leur place d'honneur sur la cheminée. Mon vieux canapé confortable était là où il devait être, usé mais accueillant. Ce soir-là, nous avons cuisiné ensemble pour la première fois en plus d'1 an. Rien d'extraordinaire, juste un rôti en cocotte et des légumes du jardin. Mais ça avait le goût du pardon, de la famille, de la maison. J'ai appris quelque chose d'important à travers tout ça, ai-je dit à Orin pendant que nous faisions la vaisselle. Fais confiance à ton instinct. Quand quelque chose ne te semble pas juste, ne l'ignore pas juste pour maintenir la paix. Et ne laisse jamais personne te convaincre que tes sentiments n'ont pas d'importance. Evander est passé plus tard, apportant une bouteille de bourbon pour célébrer la justice rendue et la famille guérie. Tu as bien fait, petit frère, a-t-il dit en levant son verre. Rosalyn serait fière. Alors que nous étions assis sur le porche cette nuit-là, 3 hommes brocs partageant des histoires et des rires, j'ai réalisé quelque chose de profond. Le mal avait essayé de détruire notre famille, mais l'amour avait gagné. Il gagne toujours si on est assez courageux pour se battre pour lui. Les cicatrices sur mon visage avaient guéri, mais les leçons restaient. Ne laissez jamais personne voler ce que vous avez construit. Les liens familiaux peuvent survivre même à la pire manipulation. La justice exige du courage, mais le pardon en exige encore plus. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas de vaincre son ennemi, c'est de retrouver sa famille. En repensant à mon histoire maintenant, je réalise que parfois les chapitres les plus sombres de nos vies nous enseignent les leçons les plus importantes. Ce qui a commencé comme un cauchemar est devenu un témoignage du pouvoir de la famille, du courage et de la foi. Dieu m'a donné la force de reconnaître le mal quand il est entré dans ma maison en portant un masque magnifique. Quand je me sentais le plus seul, il a envoyé mon frère, Evander, pour se tenir à mes côtés. Et quand la justice semblait impossible, le Seigneur a ouvert des portes que personne ne pouvait fermer. Ces histoires de grand-père ne sont pas seulement un divertissement. Elles nous rappellent que la protection divine se présente sous de nombreuses formes. J'ai appris que les prédateurs comme Velon comptent sur notre silence, notre honte, notre peur de ne pas être cru. Mais chaque véritable histoire de survie commence avec une personne assez courageuse pour parler. Ma véritable histoire aurait pu se terminer par la perte de tout, ma maison, mon fils, même ma vie. Au lieu de cela, elle est devenue une victoire parce que j'ai refusé de me rendre. La leçon la plus profonde, l'amour ne signifie pas être un paillasson. Le véritable amour nous demande parfois de nous battre, de fixer des limites, d'exiger le respect. Dieu ne veut pas que nous soyons des victimes. Il veut que nous soyons des guerriers pour ce qui est juste. Ces histoires de grand-père sont importantes parce qu'elles montrent que l'âge ne nous rend pas impuissants. L'expérience nous rend sages. La foi nous rend forts. Et la famille, la vraie famille, trouvera toujours son chemin de retour vers l'amour. Chaque histoire vraie a le pouvoir de changer des vies, d'avertir les autres, d'offrir de l'espoir à ceux qui se sentent piégés dans leur propre cauchemar. Si mon histoire a résonné dans votre cœur, veuillez la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Laissez un commentaire ci-dessous en me racontant une fois où vous avez dû défendre ce qui était juste. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, car tout le monde mérite d'entendre des histoires qui nous rappellent notre force, notre valeur et l'amour indéfectible de Dieu.